Amélie de Bourbon-Parme, bonjour. Bonjour. Vous publiez un nouveau roman qui a pour titre Le secret de l'empereur aux éditions Gallimard. Et ce roman tourne autour d'un secret qui était celui de l'empereur Charles Quint. Alors, ce que je vais dire tout de suite, c'est que vous êtes l'une des descendantes de l'empereur Charles Quint, qui était un empereur qui a régné sur à peu près Tout la planète, la hein, planète la planète entière, oui. entière. Il y a Le environ monde civilisé, oui. 500 ans, Ah, qui était un empereur considérable. considérable. En fait, c'est un jeu à la fois de coïncidence et de volonté de sa part qui ont abouti à ce qu'il récolte tous les nombreux héritages de ses grands-parents et qu'il devienne l'empereur qui gouvernait un empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais. C'est la formule consacrée pour dire qu'il était à la fois empereur du Saint-Empire romain germanique, qu'il était roi d'Espagne, roi du Nouveau Monde, et puis évidemment roi duc de Bourgogne, et il gouvernait les Flandres. Et donc, c'était l'empereur le plus puissant de l'Occident moderne. Il a eu face à lui un adversaire, François Ier, qui a été l'homme contre lequel il n'a eu de cesse de se battre et avec lequel il a entretenu un lien très particulier et voilà, que j'aborde aussi dans ce livre. Et c'était un homme lui-même aussi très particulier. On va y revenir dans quelques secondes. Ce qu'il faut dire, c'est que on est au début des années 1500 à peu près, au Il tournant naît des en, années 1500. il naît en 1500 et la période que j'ai choisie, c'est celle de son abdication, de son renoncement au monde en 1555. Il a donc Très 55 ans. jeune. Très jeune, mais très âgé quand même pour l'époque, puisque avec toutes ses possessions, tous ces territoires qu'il n'a cessé de visiter, de sillonner pendant sa vie, il était épuisé à l'âge de 55 ans. Épuisé et aussi très enclin à la retraite, à la solitude, et c'est une tentation qu'il a eue toute sa vie et qu'il va finir par assouvir à 55 ans. On dirait de lui que c'était un homme un peu mélancolique. Il avait la mélancolie des Habsbourg, qui est un tempérament assez connu dans l'histoire, et il était vraiment très pris par des changements d'humeur. Et d'ailleurs, il avait une mère qu'on appelait Jeanne la Folle, qui a été enfermée dans une forteresse, qui n'a jamais pu être reine, et au nom de laquelle donc il a été roi de Castille et d'Aragon. Et ce tempérament très lunatique a aussi beaucoup décidé de la fin de sa vie et de sa volonté de quitter le monde. Que peut-on dire sur son règne? C'est un règne qui voit à la fois l'Espagne devenir maîtresse du monde. Vous l'avez C'est dit, hein, c'est, la veille du siècle d'or qui va s'épanouir sous le règne de son fils, Philippe II. Mais c'est évidemment le moment, pendant lequel c'est la l'Espagne conquête. c'est la conquête du Nouveau Monde, Oui, avec la suite d'exploration de l'Amérique du les Sud, Aztèques. les Aztèques, les Incas. Et donc il va aussi envoyer celui qui envoie autour du monde Magellan, qui va faire la première fois le tour du monde. Et puis, c'est aussi celui qui a repoussé la pression de l'Empire ottoman et qui a eu évidemment senti toute cette menace pour la civilisation chrétienne à l'époque. Et puis c'est l'homme aussi de beaucoup de défaites. C'était la bataille de Lépante, à laquelle aurait participé L'un de ses Cervantes, fils, hein? oui, Enfin, celui qui a écrit Don Quichotte. Don Quichotte, absolument, mais c'est surtout l'un de ses fils naturels, qui est Don Juan, et qui est un enfant qu'il va avoir après la mort de sa femme, et qu'il va faire venir dans ce monastère, puisque l'histoire de ce livre, c'est aussi le roman d'une solitude et de tout ce qui se passe à la fin d'une vie quand on a été si puissant. Est-ce qu'on peut vraiment se retirer du monde? Est-ce qu'on peut fermer la porte à toutes ces affaires qui vont le poursuivre jusqu'au dernier moment de sa vie? Alors, ce qui est sûr, c'est que Charles Quint avait la passion quand même de son métier de politique. Oui, il Hein? était vraiment passionné. Il a été un grand stratège et il était à la fois un héritier de toutes les couronnes dont on a parlé, mais il a été aussi un très habile manœuvrier qui va justement, à la fin dans son monastère, quand il a légué son pouvoir à son fils, continuer à tirer les ficelles de tous les affrontements qui vont avoir lieu contre la France, puisque la lutte et la rivalité va continuer après lui, évidemment.
Et pourquoi part-il, à votre avis? Pourquoi Alors, abdique-t-il? il abdique pour Ce plein qui de est raisons. rare. C'est très rare dans l'histoire, d'ailleurs, c'est le seul empereur d'Occident moderne qui quitte le pouvoir de son plein gré et avec la volonté vraiment de se retirer. Et donc, c'est ce geste fascinant que j'ai voulu décrire. Et il est fascinant parce qu'il répond à plusieurs déceptions. La déception de n'avoir pas réussi l'unité de la chrétienté. Il avait le fantasme d'une union européenne avant l'heure, peut-être, et donc d'en être évidemment le gouvernant. Et puis, il a aussi la déception de n'avoir pas récupéré l'héritage bourguignon, qui était l'héritage de ses arrière-grands-parents, la tradition dans laquelle il a été élevé et dans laquelle il est né enfant, donc une vraie nostalgie. Et puis, il y a aussi cette poussée ottomane, justement, que j'ai décrit avant. Et puis, toutes ces déceptions font qu'il va vouloir voilà, quitter le monde et s'en remettre entre les mains, entre guillemets, de Dieu, puisqu'il va lui arriver plein de choses, là, des aventures purement terrestres. Alors, passion, de la politique, passion aussi des horloges et du temps, d'une certaine Et façon, donc, évidemment. oui, cet homme qui n'a pas complètement réussi à être le maître de l'espace, qui est épuisé à la fin de sa vie, décide de se consacrer à sa passion qui sont les horloges. Et c'est toute l'intrigue du livre, c'est de voir que cet homme qui a essayé de fuir les obstacles, au fond, d'une certaine façon, et de s'en remettre à une vie calme et sereine, va être confronté à la fin de sa vie, à nouveau, à un obstacle, une résistance, qui est un objet dont il ne comprend pas le fonctionnement et qui est une fameuse horloge, une horloge astronomique. Et c'est vrai que cette passion-là va le poursuivre vraiment jusqu'aux dernières minutes de son existence, puisqu'il emmène avec lui toute sa collection d'horloges, son horloger préféré, et cet fameux objet qu'il ne va pas réussir à comprendre et à élucider. Et c'était un objet, tout à fait étonnant aussi Oui, pour l'époque, hein? puisque c'était des objets qui étaient des objets d'art, évidemment, extrêmement recherchés et décoratifs. C'était des objets dont la technique n'était pas encore, vraiment au point, et si l'on peut dire, et c'était des objets aussi qui disaient la place de la Terre, dans l'univers, et cette place-là était un sujet extrêmement subversif à l'époque, puisque Charles Quint est contemporain de Copernic, et donc cet objet va cristalliser, tout le basculement du monde, médiéval, de la Renaissance, vers le monde moderne et vers l'héliocentrisme. Oui, c'est-à-dire qu'en en fait, dans ce livre-là, il y a aussi, pas uniquement de la science, il y a, de la psychologie, il y a Il aussi de la Oui, il y a philosophie. de la philosophie, ou en tout cas de la métaphysique, et c'est vrai que cet objet est symbolique d'une difficulté, voilà, à maîtriser, à la fin de sa vie, quelque chose, une technique, et puis aussi de comprendre scientifiquement, les nouvelles perspectives ouvertes, par, la science à l'époque. Je le disais tout à l'heure, c'est effectivement, vous êtes, l'une des jeunes femmes qui représentent encore, d'une certaine façon, Charles Quint. On ne sent pas un peu un gros un poids sur ses épaules, quand même? Parce que Alors c'est un poids, oui, c'est d'une certaine façon, c'est quand on vrai que écrit un livre comme celui-là, on se sent libre d'écrire, on se on sent se dit pas: «Il y a grand-père, qui qui me est derrière surveille moi». par-dessus Oui. l'épaule. Mais je pense que cette inquiétude, elle plane sur tous les écrivains qui écrivent des romans historiques, parce qu'ils s'emparent d'une histoire qui ne leur appartient pas, et donc il faut respecter. Donc c'est vrai que j'essaye de rester dans des choses qui sont vraies et réelles. Maintenant, au contraire, je pense que cette parenté, peut-être, me donne l'envie ou l'impression, peut-être, d'avoir le droit de me glisser entre Charles Quint et l'histoire, et de raconter qui il a été vraiment. Mais vous vous posez des questions. Pourquoi a-t-il quitté le pouvoir, hein, finalement? Parce que vous vous dites: «Bon, voilà, il avait tout Il avait et tout. il quitte tout pour devenir moine». Ça semble Alors, extraordinaire. il ne s'est pas converti quand même, parce que ça a Non, été une des mais rumeurs. bon, On a il dit: se «Charles Quint est recueille, devenu enfin, moine». il se retire Mais il y a complètement. il y a un geste quand même qui reste, symbolique, que beaucoup de gens connaissent, qui est, le moment pendant lequel Charles Quint va mimer son enterrement. Il va recréer la cérémonie, de son propre enterrement, parce qu'il veut voir, assister lui-même à ses funérailles, et ça prouve, à mon avis, et c'est l'idée de ce livre aussi, de montrer comment Charles Quint abdique. Est-ce que c'est un geste d'humilité folle, puisque de se retirer dans un monastère quand on a tout, c'est un geste quand même de pénitence, d'humilité chrétienne, et en même temps c'est un geste d'orgueil fou, puisqu'il veut être celui qui décide jusqu'à la fin et jusqu'au dernier moment.
et de voir, finalement ces derniers instants. D'assister à ces derniers moments et puis d'être le maître du jeu, de le maître de cérémonie, de dire voilà, les personnes doivent être assises de cette façon-là, chanter telle chanson et d'une certaine façon, il ne s'en remet pas complètement entre les mains de Dieu. C'est le Eh bien contraire. voilà un livre, assez rare. Merci beaucoup, Amélie de Bourbon-Parme. Je rappelle le titre, de votre roman, Le secret de l'empereur, un des livres de la rentrée littéraire, 2015, et publié aux éditions Gallimard. Un très bon livre qui, est à la fois, un livre d'histoire et en même temps un livre, Un roman un roman, mais c'est en même temps un livre je dirais de psychologie, on l'a dit tout à de l'heure, et puis aussi métaphysique, peut-être hein. de métaphysique, hein. Merci beaucoup. Merci.